Bonjour à tous, merci de votre participation à cette session. Dans les courses de NASCAR aux États-Unis, l'événement commence souvent par ce commandement Drivers, start your engines. C'est ce qui m'a inspiré le titre de ce talk. En fait, ce que je vous propose, chers développeurs, ça va être d'utiliser le moteur web Nginx dans un processus Java à l'aide de l'API Java FFM. Donc évidemment, je vais reparler dans ce talk un petit peu des basiques de Java FFM, qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise. Et puis, on va parler de Nginx, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et comment je peux l'utiliser. Et enfin, je vous montrerai comment je peux démarrer Nginx, déléguer le traitement d'une requête Nginx dans un processus Java, voire même déléguer ce traitement à une application Spring. Et puis, une petite conclusion, et s'il nous reste du temps, je vous inviterai à me poser des questions. Si jamais on n'a pas le temps, je serai dans le coin ou sur le stand AXA. Donc, bonjour à tous, je suis Guillaume Dufresne, je suis Principal Engineer chez AXA France. Je suis aussi enseignant en informatique à l'Université de Lille, enseignant vacataire. Je pratique le planeur, je suis pilote et instructeur, champion de France 2025 en classe club. Et je suis joueur de jeux de société, jeux de plateau, j'en ai plus de 300 chez moi. Alors, Nginx, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez déjà tous rencontré ce serveur web très connu qui est apparu il y a pas mal de temps, 2004, développé par Igor Sissov. Il est souvent utilisé comme reverse proxy, mais pas que. Il propose de tout un tas de fonctionnalités. Donc c'est un serveur web, reverse proxy, je l'ai dit. Il peut servir de serveur de contenu de cache, de load balancer. Il peut faire serveur TCP, proxy TCP UDP, proxy mail. Enfin bref, il a tout un tas d'usages. C'est un serveur qui est écrit en C, qui a une logique monothreadée basée sur une boucle événementielle. Et c'est ce qui l'a rendu un peu célèbre au moment où il est apparu, en 2004. C'est un des premiers serveurs web à avoir utilisé cette technique de boucle d'événements pour gérer un très grand nombre de connexions avec une faible une faible quantité de mémoire. Ce n'est pas un modèle multithreadé. Il gère la mémoire plutôt efficacement. Il a des pools de mémoire, donc les ressources qui sont créées pour la gestion d'une requête vont avoir le temps de vie de la requête. Et donc, à chaque fois qu'une requête se termine, toutes les ressources qui ont été allouées pour cette requête disparaissent avec la requête. C'est un produit qui est supporté depuis quelques années par la société F5. Et c'est un produit que vous pouvez trouver très régulièrement dans des conteneurs que vous utilisez peut-être d'ailleurs dans vos conteneurs Docker ou autres, et que vous pouvez utiliser comme ingress controller sur les clusters Kubernetes. On peut fréquemment trouver Nginx en face de nos infrastructures web Java, par exemple comme un reverse proxy vers différentes API, ou pour lui déléguer la gestion de la connexion TLS, donc le chiffrement de la connexion. Mais dans ce cas de figure, en fait, on a souvent deux serveurs web. On a le Nginx qui va fronter les appels qu'il reçoit, il va dépiler toutes les couches du modèle OSI de la requête HTTP, et il va faire reverse proxy vers votre serveur web Java, souvent Tomcat, par exemple, si vous utilisez Spring Boot, qui va lui-même dépiler tout le modèle OSI HTTP pour traiter la requête et envoyer la réponse. C'est face à ce constat que je me suis posé la question, mais en fait, est-ce qu'il n'est pas possible de remplacer le Tomcat que j'ai dans mon processus Java directement par Nginx, qui a prouvé son efficacité, et ne traiter que le traitement de la requête, générer la réponse dans mon processus Java. Donc j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur un truc qui s'appelait NUnit. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi à cette problématique. Les gens à l'époque utilisaient JNI, qui était un peu la seule manière d'interagir avec du code natif en Java à l'époque. Ça supportait que Java 8 et c'était sur les API Javax Servlet. Depuis, on est passé sur Jakarta Servlet. J'ai essayé de contribuer à ce projet d'ailleurs, mais au bout d'un certain temps, j'ai été assez bloqué par des processus de lock que je ne comprenais pas et le projet il a été mis en pause. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Et puis, quelques temps plus tard est arrivé Java
FFM, donc une nouvelle API pour interagir avec du code natif en C. Et donc cette idée, elle a repopé dans ma mémoire. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'utiliser FFM sur un cas d'application qui n'est pas courant, ce n'est pas une librairie. Alors évidemment, quand j'ai découvert FFM, je me suis amusé à charger la librairie OpenGL, faire bouger des cubes en 3D en Java, bon très bien. Mais sur un cas d'usage où c'est un serveur web, un truc qui n'est pas une librairie, est-ce que c'est possible? Donc je suis curieux, j'aime bien les défis, et je me suis lancé ça comme défi un peu en side project. Alors je vous encourage pas nécessairement demain à jeter votre Tomcat et à le remplacer par un Nginx en processus FFM. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de l'ordre du POC, de la curiosité et de me confronter à un cas d'usage réel de l'utilisation de Java FFM. FFM, Foreign Function and Memory API, je vous l'ai dit, c'est arrivé avec Java 22. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette nouvelle API. Je vous recommande l'excellente conférence de Per Mingborg, qui s'est déroulée lors de Java One 2025, par exemple, qui rentre assez bien dans les détails. Par contre, je vais vous faire un petit résumé, un condensé des fonctionnalités et des concepts qu'offre cette API. Cette API, elle propose une approche centrée sur des API Java. Avant, si on voulait interagir avec du code en C, en JNI, il fallait commencer à générer des entêtes, des fichiers d'entête C et écrire des fonctions un petit peu étranges, si je puis dire. Et c'était source d'erreur. C'est-à-dire que dès que vous aviez un souci sur l'assignation de pointeurs ou de mémoire, vous pourriez assez facilement vous retrouver sur des erreurs de segmentation, des segmentation faults, et toute votre JVM, pouf, elle tombait. Donc c'est à ce genre de problématique qu'essaye de répondre cette API. Donc elle a deux volets: mémoire, la gestion de la mémoire, comment j'accède à de la mémoire, comment j'alloue de la mémoire en dehors de ma heap, donc qui n'est pas gérée par le garbage collector pour échanger de la donnée avec d'autres processus ou avec d'autres librairies. Comment j'appelle des fonctions qui ont déjà été écrites en langage C, par exemple, et inversement, comment depuis un programme écrit en langage C, je suis capable d'appeler des fonctions qui sont écrites en Java. FFM propose le concept d'arène pour gérer l'allocation de mémoire native, hors heap. On a cette arène, elle va me permettre d'allouer des segments de mémoire dans ma mémoire de processus. Et les segments de mémoire qui vont être alloués à travers l'arène, leur cycle de vie va être lié au cycle de vie de cette arène. J'ai différents types d'arènes. J'ai une arène globale, et donc quand je demande l'allocation d'un segment de mémoire sur cette arène globale, elle ne sera désallouée, la mémoire sera libérée qu'à la fermeture de mon processus Java. Si je veux un contrôle plus fin sur la durée de vie de mes segments de mémoire, je peux créer une arène confinée dont je pourrais contrôler la fermeture de cette arène. Et en fermant cette arène, je vais libérer tous les segments de mémoire qui ont été alloués via cette arène. Donc je suis capable d'avoir un contrôle assez fin de quand est créé, quand est instancié, réservé la mémoire et quand elle est libérée. Pour matérialiser ce qu'il y a dans ces segments de mémoire, j'ai une hiérarchie de memory layout qui va me permettre de manipuler de nombreux types de données. Des types primitifs, qui sont des classes scellées héritées de value layout et qui me permettent de décrire ce que sont un booléen, un byte, un char, bref, tous les types primitifs qu'on a l'habitude de manipuler en Java, plus une donnée qu'on a un peu moins l'habitude de manipuler en Java, que sont les adresses, les pointeurs. Les types primitifs peuvent être regroupés en structure et en union. Ce sont deux concepts assez centraux quand on écrit du langage C, que de regrouper les données en structure ou en union. Enfin, on peut utiliser des séquences qui sont des tableaux de type uniforme, l'équivalent des tableaux en Java des arrays. En langage C, quand vous compilez votre code et que vous l'assemblez en binaire ou en librairie, vous obtenez des symboles qui sont des noms vers une variable ou des fonctions utilisables par votre programme. Tout ceci, il va pouvoir être
va pouvoir être accessible en Java. Vous avez un objet, le symbole lookup, qui va vous permettre de charger dynamiquement la librairie. Et cette librairie, vous allez pouvoir rechercher à l'intérieur ces symboles par leur nom et utiliser les segments de mémoire de ces symboles comme étant les variables dont vous voulez lire ou écrire la valeur ou appeler les fonctions à l'aide de ces segments de mémoire. Pour faire ça, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie un petit peu les options de compilation de Nginx. Par exemple, Nginx est prévu pour produire un binaire, pas une librairie. Bon, ça tombe bien, Nginx est plutôt bien fait. J'ai juste eu à changer deux options dans l'autoconfigure du projet pour dire je génère une librairie partagée et tant qu'à faire, je respecte un peu les conventions. J'appelle ça .so, qui est l'équivalent des DLL sous Windows, donc pour indiquer que c'est une librairie. Les structures de données qui sont proposées par Nginx ou par d'autres choses écrites en C, je vais devoir les matérialiser en Java. Donc dans mon programme Java, dans mes sources Java, je vais devoir décrire comment sont arrangées les structures que je vais vouloir manipuler dans mon langage Java. Pour ce faire, je vous l'ai dit, je peux instancier des struct layout en décrivant chacun des champs de ma structure en indiquant si c'est un long, un byte, etc., ou une adresse, donc un pointeur vers quelque chose. Sur chacun de ces champs, je peux venir indiquer un nom, ce que je vous recommande fortement, ce qui est fort pratique quand vous devez débugger quel champ pose problème en lecture ou en écriture, par exemple. Pour accéder simplement à ces champs, on va utiliser des var-handles. Alors var-handle, c'est une notion qui date de bien avant l'API FFM. Ça permet d'accéder à un champ, à une propriété en mémoire. Donc on pourrait très bien utiliser les var-handles, par exemple, pour accéder à des champs d'objets Java à la place de l'API Reflect, que vous utilisez peut-être en Java. Donc même principe, ça me permet de récupérer un marqueur, un pointeur vers un champ bien précis d'une zone mémoire, donc d'une structure. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu fastidieux d'écrire tous ces struct layouts en Java. Eh bien, pour vous faciliter la vie, il existe un outil qui s'appelle JExtract, qui est fourni à côté du JDK, il n'est pas inclus de base, et ça va vous permettre de générer le code source Java qui correspond à la structure définie dans un fichier d'entête décrit en langage C, avec une logique assez simple, une structure égale une classe Java dans laquelle je vais retrouver les layouts et tous les var-handles associés à ce layout. Pour pouvoir appeler les fonctions écrites en langage C ou pour pouvoir permettre au langage C de m'appeler, je vais utiliser un linker et avec ce linker, je vais pouvoir créer des downCalls et des upcalls. Le downCall, ça va être un method handle, donc un objet qui va me permettre d'invoquer une opération écrite en langage C. Un upcall, ça va me renvoyer un pointeur que je vais pouvoir passer en paramètre d'une fonction écrite en C, et donc de permettre à cette fonction écrite en C de elle-même m'appeler. Donc, si je prends un exemple simple de downCall, j'utilise le linker pour récupérer un downCall sur un segment de mémoire dont je connais le symbole. Donc, dans Nginx, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle ngx encode base 64 qui encode une chaîne de caractères. Donc je cherche après ce symbole-là, je récupère son adresse mémoire. Avec ce segment-là de mémoire, je demande au linker de me donner un downCall. Ça me renvoie un method handler. Et ce method handler, je suis capable de l'invoquer avec les bons paramètres. Cette méthode-là, elle prend deux paramètres. Un pointeur vers le résultat de ce qui est encodé et un autre pointeur vers la source, la chaîne de caractères que je veux encoder. En langage C, on a souvent cette manière de faire que de passer un pointeur vers une structure de données que je veux remplir. Ce n'est pas habituel en Java d'avoir des méthodes avec des effets de bord comme ça. C'est une pratique plutôt courante en langage C. Donc déjà, il faut se faire un petit peu à ses habitudes. Je vous mets le code complet pour alimenter les structures de données source et destination.
Voilà. Mais je voulais essentiellement vous montrer ce qu'était un down call. Et à partir de ce moment-là, on se dit, finalement, lancer Nginx depuis Java, c'est assez simple. Enfin, ça peut être assez simple. Il suffit que je trouve le symbole de la fonction main, parce que tout programme écrit en C a un main, comme en Java, qui va avoir un certain nombre d'arguments, le nombre de paramètres que je veux lui passer, et un tableau vers les chaînes de caractères qui représentent les arguments que j'ai passés dans ma ligne de commande pour lancer ce binaire. Voilà, donc a priori, rien de bien compliqué pour lancer un processus et un programme écrit en C depuis Java. OK, mais comment je vais pouvoir faire maintenant pour déléguer le traitement d'une requête écrite que va recevoir Nginx en Java? Donc dans Nginx, on a précisément la notion de module qui me permet d'étendre le fonctionnement de Nginx. Nginx, c'est quelque chose de très modulaire. Dans les fonctionnalités de base même de Nginx, tout est écrit en différents modules que je vais assembler les uns avec les autres. Pour écrire un nouveau module, en fait, c'est assez simple. Je vais décrire mon module par une structure qui va indiquer une référence vers un contexte qui va me permettre de stocker les informations nécessaires à la configuration et à l'exécution de mon module, une référence vers la liste des commandes et des directives qui vont être lues depuis le fichier de configuration, parce que évidemment les modules, vous voulez pouvoir les configurer depuis la lecture d'un fichier de conf, donc vous allez associer des mots-clés avec des fonctions à exécuter pour votre module et qui vont contribuer à la configuration de Nginx. Et enfin, vous allez indiquer quel est le type de module que vous êtes en train d'écrire. Il y a différents types de modules dans Nginx. Celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le module HTTP, le type de module HTTP. Si c'est un module de type HTTP, je peux là aussi encore surcharger les choses, agrémenter les choses pour m'adapter au fonctionnement. Donc, je peux par exemple indiquer une fonction à appeler après la configuration complète du contexte HTTP, et je peux indiquer des fonctions à appeler aux différentes étapes de configuration de Nginx, que ce soit le serveur dans sa globalité, appeler une fonction après la configuration d'un serveur, ce qui est l'équivalent d'un virtual host avec Apache HTTPD, ou après la configuration d'une location, qui est finalement le pattern matching sur une URL. Donc je suis capable d'appeler différentes fonctions de mon module à ces différentes phases de la configuration. Et donc, traiter une requête Nginx par un module Nginx, c'est finalement écrire une fonction qui va prendre en paramètre une structure que connaît Nginx, qui est un NGX HTTP request, qui matérialise la requête qui a été reçue. Toute cette structure aura été alimentée par la gestion du protocole qui est faite en amont de mon module. Et mon module, si je veux par exemple faire un module qui dit bonjour, il a juste à préparer et à alimenter les structures de réponse de l'objet request qui est passé en paramètre pour alimenter les entêtes de réponse et appeler une fonction à la fin qui va permettre d'écrire un buffer de mémoire. Donc, Nginx est très centré sur cette notion de buffer qui va matérialiser à la fois les données que je veux écrire dans la réponse et qui peut aussi matérialiser des fichiers à envoyer en réponse. Un petit exemple peut-être de module Hello World. Donc, voilà ce que donne le code au complet de ce que peut être un module qui dit bonjour. Donc, je n'ai pas de commande de directive à prendre en charge de mon module de configuration. Je suppose qu'il n'y a pas de configuration à faire pour ce truc. J'ai envie d'appeler une fonction à l'issue de la configuration du module HTTP qui va faire quoi? Eh bien, cette fonction, elle va ajouter un handler, c'est-à-dire une fonction à appeler au moment du traitement du contenu de la requête HTTP. Il y a différentes phases dans le traitement d'une requête HTTP dans Nginx, et il y a une phase de génération du contenu. Eh bien là, ce que je suis en train de dire, c'est j'ajoute une fonction qui va être appelée au moment où la réponse doit être générée, au moment où le contenu de la réponse doit être généré. Eh bien, cette fonction, ça peut être aussi simple que de créer un buffer et d'y mettre à l'intérieur hello devox, en ayant alimenté en amont
le statut de la réponse, donc le code 200, la taille de la réponse, le content length qui va apparaître dans l'entête content length du protocole HTTP et la date de dernière modification qui apparaîtra dans le modified. Et j'appelle une fonction à la fin qui est déjà présente dans Nginx qui me permet de générer la réponse sur le format, sur le protocole HTTP qui est supporté par le serveur, que ce soit HTTP 1, HTTP 2, HTTP 3. Tout ça est abstrait par l'appel à cette méthode qui prend en paramètre la structure de la requête et l'output. Donc je vous l'ai dit, pour lancer Nginx depuis Java, voilà, on retrouve plus ou moins le code que j'ai mis tout à l'heure. Je charge la librairie, je trouve une référence vers la fonction main, je prépare des paramètres, j'alimente la mémoire avec tous ces paramètres et j'invoque la fonction main avec ces paramètres. Donc en lançant cette classe Java, j'ai lancé Nginx et donc Nginx, en se lançant, il a lancé mon module que je viens de créer. Et si je lance un navigateur, et que je vais sur localhost 8000, qui est le port que j'ai déclaré pour le serveur, voilà, il me dit « Bonjour Devox ». Bon, rien de sensationnel. OK, mais comment je fais maintenant pour déléguer le traitement à une fonction écrite en Java? Eh bien, le handler qui, pour l'instant, dit « bonjour », il faudrait que j'appelle une fonction qui a été écrite en Java et qui prendra en paramètre cette structure qui a été alimentée par Nginx. Et cette structure, je vais l'alimenter, je vais envoyer les codes de réponse et les buffers dans la partie Java. Et donc, j'ai envie de générer la structure du buffer, sauf que dans cette structure du buffer, dans Nginx, il y a des trucs un peu particuliers en C qui sont les bitfields. Alors, les bitfields, c'est une manière de stocker de l'information sur moins d'un octet. Donc, c'est diviser un octet en informations utiles. Et ça peut être très pratique pour matérialiser des booléens. Plutôt que d'utiliser un octet complet, eh bien, j'utilise un bit d'un octet pour matérialiser c'est vrai, c'est faux. Et en fait, Nginx, ils utilisent ça pour optimiser la mémoire utilisée dans le traitement des requêtes, par exemple, et dans le traitement des buffers pour indiquer si ce buffer il est temporaire, s'il est complet, si c'est le dernier buffer qui doit être envoyé, bref, pour tout un tas de sujets. Bon, super, sauf que JExtract ne gère pas les bitfields. Alors, ça vient sûrement du fait que la manière de représenter les bitfields, elle n'est pas standardisée. Chaque compilateur peut choisir de représenter ces bitfields de la manière dont il le souhaite. Et donc, il est compliqué pour un outil de savoir avec quel outil vous avez compilé et quel a été le choix de ces bitfields. Donc, ça ne va pas m'apporter beaucoup d'aide pour cette partie-là, en l'occurrence. Et en plus, j'aimerais en Java pouvoir venir setter juste un bit de ces bitfields. Et là, pareil, je suis bloqué parce que comme je n'ai pas accès aux bitfields, je ne sais pas où ils sont, je ne peux pas le faire. Donc la manière la plus fiable dans ce genre de cas de figure, c'est d'écrire en C des fonctions qui vont venir setter les bitfields, parce que du coup, comme c'est compilé avec le reste en C, du coup, il va savoir exactement quels sont les bits à setter pour faire ce que je veux. Et moi, ce que j'avais besoin de faire, c'est mettre fin au buffer des données qui sont envoyées à la réponse pour pouvoir indiquer c'est le dernier buffer de ma chaîne, etc. etc. Et du coup, une fonction m'a suffi. Donc j'ai juste eu à écrire une fonction en C qui fait ça. J'en ai profité pour me poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tout le code qui est généré par JExtract? Parce que ça génère quand même beaucoup de code dont je n'ai pas forcément besoin. Je n'ai pas forcément besoin de manipuler tous les champs, tous les fils, toutes les structures qui vont être générées par JExtract. Et en plus, faire le parallèle entre les classes qui sont générées par JExtract et de quel fichier d'entête viennent ces structures, ce n'est pas forcément simple. Donc j'ai préféré avoir une approche où j'ai représenté sous forme d'interface Java les entêtes C, et à l'intérieur de ces interfaces, regrouper toutes les structures qui étaient dans ces fichiers d'entête. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile pour faire le parallèle entre mon code C et mon code Java. Et j'en ai profité pour faire hériter tout ça d'une super interface dans laquelle j'avais mon symbole lookup et le chargement de ma librairie. Un truc à savoir sur le modèle d'exécution de Nginx, c'est que quand vous lancez Nginx, il y a un processus maître et il va créer des sous-processus. Et il va le faire en forquant le processus père.
Et donc, si j'ai lancé Nginx dans un processus Java, au moment où Nginx va se forker, il va aussi forker la JVM. Et a priori, la JVM, elle n'aime pas ça. Elle n'est pas prévue pour être forkée. Le comportement que j'ai observé, c'est que dans un processus forké, au moment où je crée un objet en Java, mon processus est figé. Je ne suis plus capable de faire fonctionner la JVM qui a été forkée. Alors donc du coup, je ne sais pas si c'est une limitation connue de la JVM ou voilà, une contre-indication, mais en tout cas, sachez que la JVM, a priori, elle n'est pas faite pour être forkée. Vous pouvez, au sein d'une JVM, avoir différents threads, mais c'est autre chose, c'est des processus légers, ce n'est pas des processus indépendants. Donc ce souci, j'ai pu le contourner assez facilement avec de la configuration dans Nginx. J'ai dit simplement, j'ai qu'un master thread, et c'est lui qui va recevoir toutes les requêtes, et tu ne crées pas de sous-processus. Mais enfin, ça met quand même en avant le fait que quand vous voulez utiliser des librairies ou des binaires en C, vous devez comprendre leur mode de fonctionnement et ce qu'ils font, quel est leur mode d'exécution. Sinon, vous risquez d'avoir ce genre de problématique. OK, petite itération. Maintenant, ce que je veux pouvoir faire, c'est déléguer le traitement d'une requête en Java. Hop, alors je me suis préparé 2 scripts pour recompiler mon application. Voilà, je lance. Et le temps que ça compile, je vais vous montrer ce qui est devenu le module. Donc mon module, maintenant, dans la fonction de traitement, il n'y a plus la génération du buffer et l'appel de ma fonction. Il y a simplement, j'appelle une fonction que j'ai appelée Java Handler en lui passant en paramètre la requête que j'ai reçue de cette fonction-ci. Java Handler, c'est un pointeur de fonction, c'est-à-dire un endroit dans lequel je vais mettre l'adresse d'une fonction qui prend en paramètre une HTTP request et qui renvoie un entier qui est le code de retour. Bon, et histoire de verrouiller un peu le truc, mon handler, il vérifie que le pointeur il a été assigné avant de l'appeler, sinon j'aurais un segmentation fault, ça serait pas cool. Et donc maintenant, depuis mon processus Java, avant de lancer Nginx, il faut que j'aille setter le pointeur de cette fonction avec un up-call vers une fonction Java. Donc, ce que j'aurais envie de faire côté Java, c'est d'appeler cette fonction, par exemple, public static int c'est hello, qui va prendre en paramètre un pointeur vers ma structure de requête. Et elle fait, grosso modo, le même boulot que ce que faisait mon module Hello World en Nginx, c'est-à-dire c'était le statut de réponse à 200 avec un var handler, indiquer la taille de la réponse et créer des objets buffer que j'ai matérialisés avec des interfaces Java et j'écris à l'intérieur de ces buffers des données. Ensuite, à la fin, je constitue une chaîne de buffers et j'appelle la fonction Nginx HTTP output filter que j'appelais tout à l'heure en langage C avec les deux mêmes choses. Quand je commence à modéliser en Java les fonctions et les structures en C, j'ai plein de choix à ma disposition. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut aller de quelque chose de très simple à, tiens, dans l'interface qui représente une chaîne de caractères, j'ai juste besoin d'avoir les structures qui représentent une chaîne de caractères dans Nginx, quelques var handle et quelques fonctions utilitaires en Java pour appeler ces choses-là. Ça peut être des choses un peu plus compliquées où je veux avoir les structures d'un côté et pouvoir abstraire un petit peu les fonctions d'appel à ce buffer. Donc, par exemple, avoir une fonction qui me permet d'écrire, un peu comme dans un output stream, des tableaux de bytes, des offsets et des variables. Et ensuite, la mécanique d'appel à travers FFM de mes buffers, elle est masquée, elle est encapsulée. Je pourrais éventuellement représenter mes structures sous forme de record, je pourrais les représenter comme des classes internes à mes interfaces. Enfin bref, vous avez tout un choix d'organiser
les objets, les structures de votre code C et les appels aux opérations qui vont manipuler ces structures de différentes manières. Il n'y a pas vraiment de bon choix dans mes expérimentations. Des fois, je trouvais que c'était plus intéressant de représenter ça sous forme des records, de classes abstraites, voilà, parce que en tant que développeur Java, on a l'habitude de ce monde orienté objet qu'on a quelque part envie de retrouver et pas manipuler des memory segments un peu dans tous les sens. OK, alors je vais juste lancer mon programme histoire de vous montrer que ça fonctionne. Donc là, je dis bonjour Devoxx 2026 from Java. Donc je relance mon Nginx. Hop, je rafraîchis ma page. Et là, le Hello World, qui est le texte qui est généré, il est bien généré depuis l'appel d'une fonction en Java. Donc il y a tout un tas de trucs qui ont été exécutés par Nginx en C. Ça a délégué le traitement de la requête à mon Java qui a fait la réponse. OK. Alors ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, je vais pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de Nginx. TLS, hop, gratos. HTTP2, gratuit. HTTP3, gratuit. C'est fourni par Nginx et c'est supporté depuis longtemps. Je peux utiliser Nginx comme un serveur HTTP3. Et on n'a pas de serveur HTTP3 en Java, enfin, en tout cas, ça commence seulement à arriver, quoi. Alors, je pourrais évidemment traiter les requêtes HTTP côté Java avec des couches d'abstraction qui me facilitent la vie, le traitement et la génération des réponses. Mais en fait, cette API de traitement des requêtes, elle existe déjà en Java et depuis très longtemps. Elle s'appelle l'API Servlet. Et d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans Tomcat et dans plein de serveurs web pour le traitement des requêtes et déléguer à un moment donné la réception d'une requête HTTP à votre code Java. Donc mon objectif, en fait, ça va plutôt être d'encapsuler les appels qui proviennent de Nginx comme des objets de l'API Servlet pour la déléguer à quelqu'un. À qui? Eh bien, par exemple, à Spring. Spring fournit une dispatcher servlet, qui est une servlet dont le boulot, c'est de coordonner les appels entre votre contrôleur Spring, votre vue Spring, en échangeant des modèles et en vous permettant d'injecter des beans dans le contexte Spring pour le traitement de vos requêtes. Une servlet HTTP, ça manipule deux grands types d'objets, les HTTP servlet request et response, que je vais implémenter d'une certaine manière. Donc, je vais appeler ça ngRequest, ngResponse. Et en fait, cette implémentation, elle va faire quoi? Eh bien, elle va lire et écrire les données qui ont été alimentées par Nginx sur la réception de la requête. Et donc manipuler par derrière ma structure NGX HTTP request. Si je prends un exemple sur l'écriture de la réponse, donc dans HTTP Servlet Response, j'ai un getPrintWriter qui me renvoie un objet de type printWriter, lui-même basé sur un outputStream. Donc si j'étends outputStream pour écrire au fur et à mesure des buffers Nginx les uns à la suite des autres pour ensuite les renvoyer dans la réponse, eh bien, ça fera le job. Nginx sera content, il retrouvera ses buffers. Côté Java, il est content, il a un printWriter et donc il est capable d'alimenter de manière indirecte ces buffers. Ce que j'aurais envie de pouvoir traiter en guise de démonstrateur, c'est ce type d'application très simple Spring, un contrôleur qui est mappé sur un get mapping hello et qui renvoie une chaîne de caractères. Pour traiter simplement ce contrôleur, en fait, le Spring Dispatcher va avoir besoin de toutes ces méthodes, va appeler toutes ces méthodes de manière directe ou indirecte sur le HTTP Servlet Request et le HTTP Servlet Response. Donc c'est celle-là que j'ai besoin d'implémenter en priorité et de mapper sur les structures Nginx. Du coup, une petite démonstration. Donc, comme tout à l'heure, hop, je relance un petit script qui va checker-outer le code dans la bonne version et compiler. Voilà, pendant que ça compile, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc, mon handler Java, maintenant, il va ressembler à quoi? Eh bien, mon handler Java... ah, pardon. Hop, voilà.
mon handler Java, au lancement du handler, je dois initier un contexte Spring. Je dois créer une dispatcher servlet. Je dois mettre cette dispatcher servlet dans le contexte et éventuellement, je dois charger les autres composants que j'ai préparés. Donc, pour me simplifier la vie, mon objet Spring Request Handler va prendre une classe de configuration Spring que je vais mettre dans le contexte et qui elle-même pourra inclure plein d'autres beans qui vont permettre le traitement de ma requête. Et donc, au moment où je reçois la requête, je fais quoi? Eh bien, j'encapsule la requête Nginx dans un objet ngRequest qui implémentera HTTP Servlet Request. J'en profite pour aller chercher l'URI, vérifier que l'URI commence par Spring. Alors, je pourrais faire des choses plus compliquées qui vérifient que l'URI correspond à un des contrôleurs de Spring et sinon je renvoie que je ne traite pas la requête. Là, j'ai fait le choix de dire OK, si ça commence par /Spring, je traite et je donne la main à ma dispatcher servlet. Je wrap également mon objet request dans un objet ngResponse. Donc dans Nginx, vous avez compris, vous n'avez pas deux objets différents, vous avez une structure qui matérialise à la fois la requête et qui vous permet d'alimenter la réponse. En Java, ils ont fait un choix différent, vous avez deux interfaces. Et donc moi, je viens wrapper cette même structure avec deux interfaces différentes. Et une fois que j'ai fait ce wrapping, eh bien, je peux appeler la dispatcher servlet avec la méthode service qui prend en paramètre deux choses, une HTTP servlet request et une HTTP servlet response. Et Spring va faire son boulot habituel, appeler toutes les méthodes de la request et de la response pour générer la réponse HTML issue de mon application Spring. Et donc, mon application Spring, c'est quoi? C'est un contrôleur qui renvoie simplement hello devox from Spring dans un REST contrôleur qui est branché sur l'URL /spring/hello. OK. Donc si je relance mon application Nginx depuis Java, clouc. Alors entre-temps, j'ai configuré mon Nginx pour faire du TLS, HTTP3 et tout ce qui va bien. Donc maintenant, le port il a un petit peu changé. Je l'ai mis sur le port 8443. Donc c'est du HTTPS/spring/hello. Et donc là, j'ai une requête qui a été initialement reçue par Nginx, déléguée à un handler Java, puis déléguée à l'application Spring. Et là, on peut imaginer qu'on fait un peu tout ce qu'on fait habituellement avec une application Spring, requêter une base de données, requêter autre chose. Enfin bref, voilà. On peut un peu tout faire. Et évidemment, ça supporte HTTP3, vu que le protocole il est géré par Nginx. Il n'est plus géré par Java. Et je ne vous l'ai pas dit, mais dans mon application Spring, là, il n'y a pas de Tomcat. Ce n'est pas Spring Boot. Il y a juste Spring, MVC, et j'ai remplacé finalement le Tomcat par mon Nginx. Alors, quelques takeaways et une petite conclusion. Donc, retenez que JExtract, c'est vachement bien, ça vous évite d'écrire beaucoup de code, mais que ça a certaines limitations, notamment dans la manière dont ils ont fait le choix de représenter chaque structure par une classe. Ça peut être un peu lourd, un peu verbeux, et ça ne gère pas toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir dans le langage C, dans la définition des structures, notamment les bitfields. Et en plus, par exemple, des fois, quand vous avez des macros, eh bien, ces macros, il ne va pas automatiquement écrire le code Java qui correspond à la macro. Donc, ça va être à vous de faire ce travail-là. Les mappings des structures et des opérations qui sont disponibles en langage C, vous avez tout un choix de représentation possible. Vous pouvez le faire sous forme d'interface, sous forme de classe, sous forme de record, sous forme de sous-classe. Il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend vraiment des cas d'usage et de quelle API vous voulez donner à vos développeurs pour qu'ils soient plus à l'aise, plus habitués à des réflexes traditionnels de langage orienté objet. Retenez également que c'est important de comprendre le modèle d'exécution de vos librairies ou des binaires que vous appelez, parce que ça peut avoir un impact assez fort sur le fonctionnement même de l'application, sur le cycle de vie de la mémoire et des structures qui sont manipulées.
Ce travail m'a aussi levé énormément de questions. Comment je débug le code qui est écrit en C? Autant le code écrit en Java, ça va, j'ai réussi, c'est facile. Je mets un point d'arrêt, comme c'est du Java et que c'est une JVM, de toute façon, ça va marcher pareil, ça va s'arrêter au moment où je rencontre mon point d'arrêt, je suis capable de débugger pas à pas mon code Java. Par contre, le code qui est écrit en C, plus compliqué. Brancher un débugger C sur le binaire que j'ai lancé, donc sur la JVM, en fait, j'ai pas réussi à le faire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas encore réussi à le faire ou si c'est parce que c'est pas possible, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Je me pose aussi des questions quand même le cas d'usage. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser Nginx qui a une boucle événementielle avec quelque chose comme une JVM qui a un modèle multithreadé pour la gestion du garbage collector? Est-ce que je peux utiliser les virtual threads en complément de ce modèle événementiel? Voilà, c'est une question que je me pose encore. Est-ce que le code que j'ai écrit en Java, est-ce que lui-même, je peux le compiler en natif, ce code? Vous savez, il y a un truc qui s'appelle GraalVM, qui permet de compiler en natif du code Java, et donc d'avoir du code plus petit, plus rapide à lancer, plus réduit en mémoire. A priori, oui, FFM est supporté par GraalVM, et je suis capable de compiler en natif du code qui initialement a été écrit en Java, et donc d'interagir avec du code natif, natif Java, natif C. Mais je n'ai pas encore essayé. Et question de performance, est-ce que c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. J'ai fait ça comme un side project, parce que je suis curieux, j'ai envie d'apprendre les choses. Ça m'a mis en face de difficultés, et donc ça m'a permis d'apprendre plein de trucs autour de Java FFM et de son utilisation. Merci de votre attention. Il nous reste 3 minutes. Si vous avez des questions concernant FFM, Nginx ou l'utilisation des deux, je serai ravi de pouvoir y répondre. Merci pour la présentation. Au niveau du multithreading, comment ça interagit puisque tes requêtes, je suppose qu'elles arrivent en parallèle, elles sont dépilées sur différents threads dans ton appli Java. Comment est-ce que tu arrives à ne pas avoir de conflit vu que tu alloues ta zone mémoire en global avec FFM? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Nginx, il n'est pas du tout multithreadé. Il n'y a qu'un seul thread qui fonctionne à la fois. En fait, ce thread va se mettre en attente le temps de recevoir un événement. C'est une boucle d'événements. C'est basé sur EPOL ou KQ, si vous connaissez les systèmes événementiels Linux. Donc, quand il y a de la donnée sur la socket, il se réveille, il exécute la fonction, mais il ne fait pas deux choses en parallèle. Il n'y a que ça qui est fait. Donc, l'appel à ma fonction Java, il n'y a que cette fonction Java qui, à un moment donné, travaille, en plus de mon garbage collector. Et donc, le traitement de la requête, j'ai qu'une requête à la fois qui est traitée. Ce qui veut dire que côté Java, si j'avais à un moment donné un appel bloquant vers une base de données, vers une requête autre, en fait, mon Nginx, il n'accepterait plus de requêtes où il ne traiterait pas d'autres requêtes en parallèle. Finalement, on trouverait la même limitation que sur les systèmes réactifs dans lesquels on a des appels bloquants. Du coup, ça sous-entend qu'il faut aussi que le process Java derrière soit non multithreadé. Tout à fait. Et en tout cas, si jamais il était multithreadé, il faudrait que je prenne en compte cette particularité pour dire à Nginx, je n'ai pas encore alimenté la réponse, rappelle-moi plus tard. C'est possible et c'est prévu dans Nginx, parce que tous les modules Nginx ne sont pas basés sur ces systèmes événementiels et eux-mêmes recommandent l'utilisation de threads à partir du moment où on ne peut pas faire autrement. Donc c'est prévu, mais c'est plus compliqué et je n'ai pas non plus investigué cette voie-là. Ok, merci. Merci Guillaume. Je voulais poser la question, les pointeurs qui sont passés, j'ai vu que tu as réalloué une fois, mais il n'y a pas de désallocation. Est-ce que tu le fais quand même en background quelque part ou pas du tout? Alors non, parce que toute la gestion de la mémoire liée à la requête, en fait, elle est gérée par Nginx. Okay. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où je reçois la requête, Nginx il va allouer dans un pool, donc c'est lui qui gère
son cycle de vie de mémoire. Et donc, c'est une problématique que je n'ai pas à avoir, moi, en Java. Je délègue la création des zones de mémoire à ce pool. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer le détail, mais j'utilise les pools Nginx pour allouer de la mémoire, mettre les données à l'intérieur. Comme ça, quand la requête est terminée, Nginx va vider tout le pool de mémoire associé à ce pool. Et donc, je n'ai pas besoin d'utiliser d'arène confinée tel que c'est proposé par FFM parce que cette problématique-là est déjà gérée par Nginx. Oui, donc, par abus de langage, tu as quand même un garbage collector fait par Nginx. Alors, oui, en fait, il va avoir la même logique, c'est-à-dire qu'il va allouer et libérer de la mémoire, mais à un temps, par contre, précis, c'est prédictif. Okay. Le garbage collector, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'il se déclenche, etc., etc. Là, le cycle de vie, il est clair. J'alloue de la mémoire le temps de le traitement de la requête, et donc, lui, il peut optimiser de libérer toute la mémoire liée au traitement de la requête au moment où elle a fini d'être traitée. Merci. En fait, c'était un peu le même genre de sujet. En fait, c'était justement, enfin bon, maintenant je crois que j'ai compris, mais c'est qu'en fait, Nginx, il a sa propre mémoire qui n'a rien à voir avec la config de la JVM. Tout à fait, c'est off-heap. Donc le garbage collector ne gère pas du tout la mémoire qui est créée par les processus en C. Il n'en a pas connaissance. Donc la mémoire, elle va s'accumuler, hein, elle n'est pas gérée par le garbage collector. Et dans le traitement des requêtes que j'ai faites, j'ai utilisé les pools Nginx pour créer de la mémoire, mais pas gérés par le garbage collector. Le seul truc que va gérer le garbage collector, c'est les objets Java que j'aurais créés, le ngRequest, le ngResponse, etc. etc. D'accord. Ouais, sur le coup, il faut faire attention si on voulait le mettre dans un conteneur ou un truc comme ça, de compter cette mémoire en plus. Tout à fait. Tout ce qui est off-heap, tout à fait, ouais. Okay. Bah, merci. D'autres questions ? Eh bien, merci de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir vers moi à la suite, je serai ici dans le coin.